excuse-moi, mais je suis à fond sur l'autoroute du savoir. Oui, je suis à fond de 6e en histoire-géographie, c'est un peu terrible. Et puis après, en 5e, d'après mon prof de sciences, vers 14h30, hein, et puis après, je devrais passer la 4e, d'après mon prof de français, que je retrouverai à 15h, et ensuite à 15h30, si mes calculs sont exacts en maths, je serai enfin en 3e. Et je vais rester un petit peu de temps en 3e jusqu'à 16h. Ben oui, c'est la folie. Oh là là, attention chauffard. Ouh, j'arrive au cours d'histoire géo. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire de la géographie. Et pour cela j'ai avec moi Isabelle qui est professeure d'histoire-géographie. Bonjour à tous, bonjour José. Oui, je suis professeure d'histoire-géographie comme José et nous allons faire de la géographie pour les 6e. Et le thème du jour, c'est la répartition de la population mondiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Bon, reprenons les termes du sujet, faisons différemment. Prenons à l'envers. Mondial, bon, mondial on comprend. On va donc traiter de l'échelle globale, de l'échelle de la Terre. La population, bon, on sait ce que c'est, les hommes et les femmes qui peuplent la Terre. Le mot qui pourrait nous poser problème, c'est répartition. Mais heureusement, nous sommes là pour vous l'expliquer. La répartition, c'est tout simplement l'endroit où vivent les hommes et les femmes. C'est-à-dire que ce sujet, ce titre de sujet, on pourrait le changer par où vivent, à quel endroit de la Terre vivent les hommes et les femmes, et surtout, pour quelles raisons ils vivent à ces endroits précis. N'est-ce pas Isabelle ? Oui, nous avons ici une première photographie qui va nous permettre d'entrer dans le sujet. Nous sommes à Times Square, à New York, aux États-Unis, en Amérique du Nord. N'oubliez jamais que la géographie, elle nous fait voyager, même à l'intérieur de la classe, même quand on est chez soi confiné. Donc nous sommes à Times Square et ici, nous voyons, grâce à cette photographie, que nous sommes dans un espace peuplé. Comment je le vois? Je vois des habitants, mais je vois aussi des constructions, des immeubles. C'est ça les traces du peuplement. La présence d'hommes et de femmes et la présence de bâtiments qui témoignent de leur présence. Alors ici, nous avons un espace, quand on regarde ce paysage, extrêmement peuplé, mais est-ce qu'il en est ainsi partout? Pour ça, il nous faudrait une carte mondiale. Est-ce qu'on a ça? Je crois que nous avons ça. Et une carte mondiale, ça s'appelle un planisphère. Rappelez-vous, la Terre mise à plat, un planisphère. Nous sommes à l'échelle mondiale. Cette carte, elle va nous permettre de comprendre la répartition de la population mondiale. Alors, pour comprendre une carte, qu'est-ce qu'il faut faire, José ? Eh bien, pour comprendre une carte, il faut un mode d'emploi. Sinon, on ne sait pas quelles informations elle nous donne. Et le mode d'emploi d'une carte, c'est la légende. Donc, avant de se jeter sur la carte, il faut toujours regarder que nous dit la légende, quelles sont les informations fournies par la légende. Et je vois que cette légende, qui est ici dans la partie inférieure, elle me donne 3 types d'informations. Première information, on me dit que chaque point, chaque petit point qu'on voit ici sur cette carte, représente 500 000 habitants. Bon. Deuxième information, on me parle de foyer de population. Nous verrons bien ce que c'est. Et puis, troisième information, on a des régions. Ici, l'exemple donné, c'est la Sibérie, mais c'est la même chose pour l'Australie ou l'Himalaya. Des régions dont on me dit qu'elles sont très peu peuplées, voire inhabitées. Voilà les 3 grandes informations que me donne cette carte, Isabelle. Oui, mais elle me donne aussi une autre information qui est foyer de population. Je ne suis pas sûre qu'un 6e, comme ça, puisse comprendre ce qu'est un foyer de population. En lisant bien la légende, nous allons pouvoir comprendre. Un foyer de population, on l'a vu, c'est des cercles bleus, ils sont ici. Pour comprendre ce que c'est, je vais m'approcher et me dire, tiens, dans ces foyers de population, il y a des points rouges. Qu'est-ce qu'un point rouge dans la légende? 500 000 habitants. Or, je constate que dans tous les foyers de population qui sont représentés, il y a beaucoup de points rouges. Un foyer de population, on peut parler aussi de foyer de peuplement, c'est un espace, une région avec beaucoup d'habitants. Très habité. C'est tout simple à comprendre grâce à la légende. Alors, on peut essayer de repérer, pas tous les foyers de population, mais disons les 3 principaux de foyers de population en observant la carte. Alors, premier foyer de population en importance, en nombre, je constate qu'il s'agit de l'Asie orientale avec 2 milliards d'habitants.
Parfait. Deuxième foyer de population, toujours en ordre d'importance, l'Asie du Sud, ici, avec 1,5 milliard d'habitants, 570 pour être précis. Et enfin, je regarde, je compare, eh bien c'est l'Europe, là où nous vivons, avec 800 millions d'habitants, le troisième foyer de population. En réalité, qu'est-ce que ça... Est-ce qu'on pourrait résumer ça autrement, Isabelle? On peut résumer ça autrement. Quand je fais la somme de tous les habitants de ces trois principaux foyers de population aujourd'hui, je me rends compte que presque un habitant sur deux dans le monde vit soit en Asie, soit en Europe. 50% de la population vit soit en Asie, soit en Europe. Ce sont bien là des foyers de population. En fait, ce que vous nous avez appris avec ce planisphère, c'est deux choses très importantes. La répartition de la population, on a dit en introduction à quel endroit les hommes vivent. Isabelle, je constate que ils vivent là, ici, d'ailleurs très souvent sur les littoraux, de ce que je constate. C'est une première chose. Et la deuxième chose que ce planisphère m'apprend, c'est ce qu'on appelle la densité de population en géographie, c'est-à-dire quels sont les endroits plus ou moins peuplés. Et est-ce qu'on pourrait pas un petit peu détailler ces deux notions? Oui, nous allons détailler ces deux notions grâce à un petit schéma qui va nous permettre de mieux comprendre ces deux notions difficiles. Répartition, densité. Si vous le voulez, nous allons commencer par la répartition. Eh bien, très bien. Nous avons deux pays imaginaires que nous avons appelés pays A et puis un pays qui s'appelle pays B. Ces deux pays ont la même superficie. Dans le pays A, quelle est, Isabelle, la population? 10 millions d'habitants. Je sais qu'une croix représente 1 million d'habitants, je dois dessiner 10 croix. Bon, j'y vais, Isabelle, si vous permettez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ici, nous avons ce qu'on appelle une répartition homogène de la population, un petit peu comme les élèves dans une classe. Il y a dans une classe des élèves partout. Il n'y a pas d'endroit laissé vide. Maintenant, nous allons imaginer une autre répartition. Combien d'habitants dans le pays B? Toujours 10 millions d'habitants. Parfait, je les représente. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, la répartition est un petit peu différente, si vous regardez bien. Il y a beaucoup d'habitants dans le nord de mon PIB. Il y a très peu d'habitants dans le sud de mon PIB. Nous sommes ici dans une répartition inégale de la population. On a bien compris qu'on a des pays de superficie semblables qui ont exactement le même nombre d'habitants, mais la façon dont ces habitants sont distribués sur le territoire est différente. Ici, la répartition est plutôt homogène. Disons-le tout de suite, ça n'arrive pratiquement jamais. Ici, la répartition est inégale. On voit que la plus grande partie de la population se concentre ici, alors qu'on a des espaces beaucoup plus vides ici. Ça, c'est la notion, Isabelle, de répartition. La densité. Alors, la densité, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'habitants par kilomètre carré. C'est savoir combien d'habitants se concentrent sur une surface donnée. Et ici, eh bien, on va pouvoir se rendre compte que dans ce PIB, là où on avait une forte concentration d'habitants, 7 millions d'habitants dans la partie nord, on parle de forte densité. En revanche, dans cette partie du sud, où il y avait simplement 2 millions d'habitants, on était en faible densité. Forte densité, faible densité. Beaucoup d'habitants sur ce territoire, beaucoup moins d'habitants sur ce territoire. Nous avons étudié deux notions, répartition et densité. Très bien. Donc la répartition et la densité, eh bien je constate qu'elles sont très souvent très variables en réalité. Très variables selon les territoires, selon les espaces, selon où l'on se trouve sur Terre, effectivement. Alors est-ce qu'on peut revoir ce planisphère finalement?
Ce planisphère me montre donc ce qu'on vient de voir. La répartition de la population est inégale et la densité n'est pas toujours la même. Observons, on constate ici par exemple qu'en Asie, la densité en Inde est très importante. Par contre, au nord de l'Inde, elle est très faible. En Australie, on a une densité extrêmement faible. En Europe, ici, dans les îles Britanniques, on a une densité très forte. Et encore une fois, la répartition de la population est très déséquilibrée, très inégale. Il doit y avoir des raisons à tout cela. Oui, mais avant de voir ces raisons, n'oublions pas de dire que là où les densités sont faibles, ce sont des déserts humains. Ces déserts humains, ils sont là aussi à certains endroits et pas à d'autres. Ils sont ici représentés en vert. L'Australie, la Sibérie, le Groenland, le Canada ou encore l'Amazonie. Il va falloir comprendre désormais cette répartition de la population. Nous allons donc nous pencher sur les facteurs explicatifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut expliquer cette situation en analysant des paysages, ce qu'on fait très souvent en géographie. Alors, ici, je constate que nous sommes en Europe. En Grèce, c'est dans une ville que nous connaissons, parce que nous l'avons étudiée en histoire, la ville d'Athènes, qui est la capitale de la Grèce. Quand je regarde cette photographie, chère Isabelle, je vois que c'est une photographie actuelle. Oui. Qu'il s'agit d'un espace très densément peuplé. Je vois toutes les constructions ici, j'en vois ici, et puis là, au centre, c'est quelque chose qu'on a vu en histoire. Nous l'avons vu en histoire quand nous avons étudié le monde des cités grecques. Et nous avons ici un monument qui s'appelle le Parthénon et qui se trouve sur la colline de l'Acropole, la colline sacrée au temps des Grecs de l'Antiquité. Donc ici apparaît un premier facteur explicatif. C'est le facteur historique, puisque nous savons, ou alors nous allons vous le rappeler, que ce monument a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça nous indique? Que c'est un endroit qui a toujours été peuplé, où il y a toujours eu de la population et une densité sans doute moins forte qu'aujourd'hui, mais quand même une densité de population. Le facteur explicatif ici, c'est donc l'histoire. Les foyers de population, il y en a qui sont très anciens, qui sont des foyers historiques. Ça ne peut pas être le seul facteur explicatif. Ce n'est pas le seul facteur explicatif, effectivement. Prenons l'avion et rendons-nous au Brésil, dans la ville de Rio de Janeiro. Nous sommes en Amérique du Sud. Et là aussi, ce paysage va nous livrer un nouveau facteur explicatif. Alors, le facteur explicatif ici, Isabelle, moi je dirais, en tout cas moi ça me fait très envie, c'est le cadre de vie que vous me proposez ici. Oui, nous sommes sur un littoral, il y a des plages, il fait beau, le paysage de ces morros, ces collines, un très connu typique de la ville de Rio, un cadre idyllique, et là aussi, c'est un facteur explicatif. Le cadre de vie va attirer les habitants. S'il fait bon vivre, on va avoir envie de s'y installer. Et c'est vrai que les littoraux aujourd'hui, dans le monde actuel, sont des lieux qui sont particulièrement attractifs pour la population. Ici, l'histoire joue un rôle moins important. Le Brésil, c'est un pays encore récent, encore jeune en quelque sorte, contrairement à la Grèce antique. Donc le cadre de vie qui est magnifique, Isabelle, je crois que vous y possédez d'ailleurs un appartement, ce cadre de vie est absolument magnifique et explique effectivement que les gens aient envie d'y vivre. Autre raison possible? Autre raison possible, ici, avec un nouveau paysage, cette fois-ci nous sommes à Shanghai, en Chine, en Asie. Alors Shanghai, on est en Chine, je vois des gratte-ciel, c'est des bureaux, c'est ça? Alors quel est le facteur explicatif? Nous sommes effectivement dans le quartier des affaires de la ville de Shanghai et ces gratte-ciel hébergent des bureaux. Ici, donc, nous mettons en avant le facteur économique. Là où il y a de l'emploi, nous allons trouver des hommes et des femmes, bien entendu. Donc, le facteur économique est mis en avant. Si l'on résume, 3 facteurs expliquent les foyers de population, le facteur historique, le facteur économique et le cadre de vie, qu'on pourrait appeler le facteur naturel. C'est ce qu'on appelle des atouts. Mais s'il y a des atouts,
comment expliquer alors, Livide, c'est qu'il doit y avoir des espaces moins attractifs. Il y a des espaces moins attractifs. Alors, repérons-les. On les a déjà signalés tout à l'heure. Bon, je vois que l'Australie, c'est quand même assez vide. Hein. C'est un désert humain, vous nous avez dit. La Sibérie ici, le Groenland, le nord du Canada, l'intérieur du Brésil. Bon, le Sahara, l'Arabie. Il y a donc des déserts humains, des lieux où les gens ne vont pas, ne s'installent pas. Essayons de comprendre pourquoi. Alors, c'est assez simple. En fait, il y a des contraintes. Une contrainte en géographie, qu'est-ce que c'est? C'est un handicap, quelque chose qui va limiter l'installation des hommes. Je ne dis pas l'empêcher, car il y a des territoires contraignants où il y a des populations, mais ça va limiter l'installation des hommes. Ici, encore une fois, partons en voyage, nous sommes dans l'Himalaya, en Asie. Et nous savons que c'est une très grande chaîne de montagnes avec le mont Everest, le plus haut sommet de la Terre. Et qu'est-ce qui fait que les hommes ne viennent pas s'installer ici? La première chose, c'est le relief, l'altitude. Il est très difficile à partir d'une certaine altitude de vivre, simplement de respirer. Et puis la pente qui est très rude, très difficile. Alors à moins qu'on y soit vraiment forcé par une raison impérieuse, les hommes ne vont naturellement pas vouloir s'installer ici. Donc le relief va être une contrainte dont il faut tenir compte. C'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Partons encore une fois à la découverte d'un autre territoire. Nous sommes ici au Sahara, en Afrique, dans le désert du Sahara. Eh bien ici, la contrainte évidemment va être plutôt d'ordre climatique. On sait que c'est un désert, le Sahara, et dans le désert, la température est très chaude pendant la journée, elle peut être très froide pendant la nuit, et puis surtout, c'est un climat aride. Qu'est-ce que ça veut dire? Aride, ça veut dire où il pleut très peu. S'il fait très chaud et qu'il pleut très peu, l'agriculture y est très difficile. Donc ça va limiter l'installation des hommes. Mais c'est pas impossible. Nous voyons ici une habitante nomade. Donc les populations vont bouger et vont essayer d'aller là où il y a des points d'eau, les oasis. Troisième aspect ici, donc qui peut être une contrainte. Alors ici, c'est pas le manque d'eau, puisque je vois que y a un très grand fleuve là ici. Quel est le problème? Le problème ici, c'est la végétation. Trop de végétation, une végétation luxuriante, dense, va là aussi limiter l'installation des hommes. Et ici, nous sommes où? Nous sommes au Brésil, nous sommes dans la forêt amazonienne, la plus grande forêt du monde, en Amérique du Sud, et évidemment c'est le poumon vert de la planète, mais pour y vivre, le climat, la densité de la végétation, l'hostilité de la nature finalement fait que c'est très difficile pour l'homme d'y vivre. Alors c'est aussi une contrainte, le climat, le relief, la végétation, mais on a l'impression que c'est toujours comme ça. Or il y a toujours, nous le savons, des exceptions qui confirment la règle. Tout à fait, des exceptions qui confirment la règle. Ici, partons à La Paz, en Bolivie, toujours en Amérique du Sud. Et nous constatons que malgré une contrainte particulière qu'on va bien voir sur le paysage, les hommes se sont installés, les hommes et les femmes se sont installés. Alors, La Paz, c'est la plus grande ville de la Bolivie. Elle se trouve à 3640 mètres d'altitude. Vous avez bien entendu, 3640 mètres d'altitude. À ces altitudes-là, nous n'avons même plus, nous, de station de sport d'hiver. La vie est trop difficile, l'oxygène commence à manquer. Et regardez, la ville qui s'est construite ici au fur et à mesure du temps. Si vous observez bien la photo, c'est une ville qui est construite sur une pente extrêmement sévère, sur un flanc de montagne, à tel point que le transport en commun à La Paz, c'est pas le métro, c'est le téléphérique. Pour aller d'un quartier à un autre, on utilise le téléphérique. On voit ici les câbles pour aller dans un quartier qui se trouve beaucoup plus bas, 3000 mètres, ou bien monter dans un quartier qui se trouve à 3600 mètres. Donc nous voyons ici une contrainte très importante. Alors, Isabelle, mais pourquoi les gens se sont installés dans un endroit pareil? Eh bien parce que en Bolivie, cette contrainte de l'altitude et de la pente est devenue un atout. Effectivement, vivre
pas aujourd'hui, mais au moment où la population de la Bolivie s'est développée, a cru, vivre sur le littoral, c'était insalubre. Il y avait énormément de moustiques, beaucoup d'humidité. Les populations ont cherché à se réfugier en hauteur pour vivre de manière plus agréable. La contrainte est devenue un atout. Et oui, il fallait échapper à la plaine, une plaine qui était insalubre. Alors, nous savons qu'il y a plus de 7 milliards d'habitants aujourd'hui sur Terre, 7 milliards 500 millions. Nous savons que ces habitants ont tendance à se concentrer, on l'a vu, dans les mêmes endroits, en éviter d'autres. Ces mêmes endroits, nous savons aujourd'hui que c'est beaucoup les littoraux. Vous avez parlé du cadre de vie et les villes, on a parlé des emplois. Bon, alors du coup, 7 milliards 5 d'habitants aujourd'hui. Mais si on se lance un petit peu, on fait ça souvent en géographie, dans la prospective, c'est-à-dire on essaye de réfléchir, de préparer l'avenir. Eh bien, qu'est-ce qu'on va constater? On a ici un graphique qui nous montre diverses choses. Oui, ce graphique est un graphique en courbe. On a une courbe qui nous montre l'évolution de la population. Le mot évoluer, il faut bien faire attention. Quand on parle d'évolution, on attend 3 mots. Soit ça monte, soit ça stagne, soit ça descend. Il faut avoir bien ça à l'esprit quand on analyse ce graphique. Comment est-ce qu'on peut lire ce graphique, José? Alors, pour lire un graphique, vous devez observer 2 choses. Vous avez un axe horizontal ici. Qu'est-ce qu'il nous donne comme renseignement? Eh bien, 1800, 1850, ce sont des années. C'est l'année 1800, l'année 1850. Et puis, vous avez compris, toutes les 50 ans, l'année 1900, 1950, l'an 2000, l'an 2050, nous sommes, nous, à peu près ici, à la moitié. Donc ici, on a le temps qui passe. Et sur cet axe vertical, en milliards, on a des chiffres, c'est la population. La population de la Terre en milliards. 1 milliard d'habitants, 2 milliards d'habitants, jusqu'à 10 milliards d'habitants. Combien sommes-nous aujourd'hui? Répétons-le. Aujourd'hui, nous sommes 7,7 milliards d'habitants en 2020. Mais il n'en a pas toujours été pareil. On voit que depuis le début du 19e siècle, il y a eu une augmentation de la population mondiale, avec une accélération en 1950. Cette augmentation de la population mondiale, elle s'explique. Elle s'explique par des progrès alimentaires, par des progrès sanitaires, les médicaments, les vaccins se sont répandus dans l'ensemble de la planète et du coup, les gens vivent plus longtemps et les naissances, si vous voulez, étant toujours très importantes, eh bien la population augmente. Et on imagine, on se projette, ce sont les calculs qui sont faits, eh bien qu'en 2050, c'est demain, c'est 30 ans, vous aurez l'âge de vos parents à peu près aujourd'hui, et bien qu'en 2050, la population atteindrait pratiquement 10 milliards d'habitants. Alors, 10 milliards d'habitants qui vont se concentrer sur les littoraux et dans les villes. Alors, non, là aussi, la répartition de la population va un petit peu changer. Allons voir comment la répartition de la population va évoluer grâce à ces 2 cartes. Alors je dis que ce sont des cartes, c'est pas exactement ça, c'est 2 schémas. Pour mieux comprendre, on a simplement schématisé les grands continents par des formes géométriques. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? L'Asie est le continent le plus peuplé. Et l'Europe est un foyer important, ainsi que l'Amérique et l'Afrique, et ici, l'Océanie. Donc, on voit où se répartit la population par continent aujourd'hui. Que constate-t-on en 2050? Alors, quand on se projette en 2050, on voit que l'Asie sera toujours le continent le plus peuplé en chiffres absolus, n'est-ce pas? On le voit ici. Elle aura connu une croissance, plus 23%, mais je crois que ce qui est plus intéressant, c'est le continent africain. Il ne sera pas le plus peuplé, mais par contre, il va connaître une croissance spectaculaire, plus 121%. Ce sera donc le continent où la croissance démographique va être la plus importante. A contrario, je constate que notre continent, l'Europe, c'est pas qu'il stagne, Isabelle, c'est qu'il est en recul, en déclin. Voilà un petit peu la projection. Mais encore une fois, moi, mon inquiétude, c'est toujours la même, Isabelle. On va continuer donc à vivre dans des villes dont on sait qu'elles sont polluées, embouteillées, qu'on y respire mal, qu'elles sont surpeuplées.
Première chose, et puis on va continuer à vivre sur les littoraux dont on sait que le changement climatique va inonder un certain nombre de littoraux qui sont soumis à des tsunamis, etc., etc. Alors finalement, Isabelle, je suis quand même très inquiet. Il n'y a pas forcément de quoi, puisque les hommes de tout temps imaginent toujours le futur. Et aujourd'hui, on est en train d'imaginer des solutions pour le futur. Mais déjà au 19e siècle, certains imaginer des solutions pour le 20e ou le 21e siècle, notre siècle. Il s'agit ici de Jules Verne, un auteur français d'anticipation. Dans 2 romans, il imaginait des solutions pour nous aujourd'hui. De la Terre à la Lune, son premier roman paru en 1865, il imagine que les hommes iront peupler la Lune. Finalement, c'est pas si fou que ça semble fou, mais j'entends moi aussi, j'en regarde les journaux, j'écoute les informations et j'entends parler de possible colonisation de la Lune, voire de la planète Mars un jour. Donc finalement, ce Jules Verne, l'anticipation, plutôt réussi. Plus tard, en 1870, un autre fameux roman, 20 000 lieues sous les mers, où il a imaginé qu'on puisse vivre, sous les océans. Ça paraît fou, pas tant que ça, parce que finalement, je crois qu'il y a encore aussi des projets de ce calibre aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il y a des projets pour les villes de demain. Alors ici, nous allons nous centré sur ce document ici que nous allons zoomer pour que les élèves se rendent mieux compte de ce projet incroyable. Alors, où sommes-nous? Nous sommes sur la Côte d'Azur, en France, en réalité dans la région de Monaco. C'est un littoral très densément peuplé, très occupé, on ne peut plus construire beaucoup. C'est un littoral, donc on peut imaginer qu'il est menacé. Évidemment, il est pollué parce qu'il est habité et on a imaginé des projets de villes flottantes et écologiques. Alors les villes flottantes, on imagine que même en cas de montée des eaux, elles pourront toujours se maintenir à flot. Et puis des villes écologiques pour tenir compte justement de la pollution de l'environnement. On voit qu'il y aura des panneaux solaires, énormément de végétation. Voilà donc un projet, pour l'instant, c'est un projet qui existe et qui pourrait être une nouvelle façon d'habiter la Terre demain. Oui, et nous avons un autre projet, alors là, qui est totalement fou. L'idée, c'est d'aller créer une ville de toutes pièces au cœur du désert de l'Arabie Saoudite. Alors au cœur du désert de l'Arabie Saoudite, effectivement, c'est-à-dire que là on est vraiment dans un espace contraignant, climat aride, pas d'eau, et pourtant il y aurait le projet d'y construire une énorme ville peuplée de beaucoup de robots qui viendraient aider les humains, où on ne se déplacerait qu'avec des véhicules propres, des vélos, des véhicules électriques, et où l'énergie serait fournie par le soleil et le vent. Voilà encore un projet qui, pour l'instant, on est en 2020, n'a pas abouti. Alors, pour finir un petit peu cette leçon, je crois qu'on va proposer un petit exercice. Oui, nous allons essayer de réinvestir les notions que nous avons découvertes dans cette leçon grâce à l'analyse toujours de paysages. Rappelez-vous, la géographie, c'est des paysages. Et donc, nous devons placer dans ces 2 photos, faire correspondre ces 2 paysages avec désert humain, foyer de peuplement, atout, contrainte, forte densité, faible densité. Alors je prends mon stylo rouge et on va essayer de réfléchir à tout ça. Alors prenons d'abord désert humain et laissons quelques secondes à nos amis pour essayer de réfléchir à quelle photographie faut-il le faire correspondre. Bon. Vous y êtes. Alors, désert humain, Isabelle? Un désert humain, on sait que c'est un territoire peu peuplé, voire inhabité. Je crois que c'est la vallée de l'Orkhon en Mongolie, en Asie, qui illustre ce désert humain. Donc, vous le mettez à côté de cette photographie prise en Asie centrale. Ensuite, j'ai foyer de peuplement. On laisse réfléchir quelques secondes. Où est-ce qu'on le met, Isabelle? Un foyer de peuplement, je sais que c'est une région très peuplée. Il me semble que cela correspond bien à Paris, donc, en France. On peut l'entourer et d'une flèche, d'une simple flèche, ou si vous voulez l'écrire. Ensuite, nous aurons ce qui est des atouts. Et ici, on laisse quelques secondes à réfléchir, mais on a bien compris que c'est plutôt Paris qui présente des atouts économiques,
moi je dirais le cadre de vie, mais on a bien compris, alors que la contrainte ici, c'est la vallée de l'Orkhon en Mongolie. On est d'accord que certains pourraient considérer que la contrainte c'est Paris et que l'atout c'est la Mongolie. Les fortes densités, ça c'est très facile. Paris, évidemment, Bien ça sûr, se voit Paris. sur le paysage. Et puis, évidemment, la faible densité, on l'a compris, c'est la Mongolie. En tout cas, nous arrivons au terme, que vous habitiez à la campagne, que vous habitiez en ville, que vous habitiez à la montagne ou que vous habitiez sur le littoral, restez chez vous.